Bienvenue dans l'Africa Newsroom spécialement consacré au Niger. Depuis le 26 juillet dernier, date du renversement du président Mohamed Bazoum par sa garde présidentielle, la situation de ce pays d'Afrique de l'Ouest est incertaine. 48 heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes, de nombreuses questions demeurent. Les putschistes vont-ils se maintenir au pouvoir et quelles sont leurs intentions? L'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger est-elle encore à l'ordre du jour? Et si oui, est-ce réalisable? Quelle est la marge de manœuvre de la CEDEAO? S'engage-t-on vers une coalition des pays dirigés par des juntes militaires? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions et bien plus encore tout au long de cette émission avec nos invités. Et pour cette première partie, nous sommes accompagnés de M. Idrissa Ouaziri, ancien conseiller spécial en communication du président Mohamed Bazoum. Bienvenue. Merci. Et M. Seydou Kaosen Maïga, membre du bureau politique du Modenfa Lumana Africa, premier parti d'opposition du Niger, aussi spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Bienvenue. Merci. Les présentations sont faites. Commençons le décryptage. Environ 48 heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO putschiste pour le rétablissement du président Mohamed Bazoum à ses fonctions et le retour à l'ordre constitutionnel, on a l'impression que les deux camps se regardent en chien de faïence. La réaction de la CEDEAO est toujours attendue, mais les putschistes ont quant à eux déjà annoncé la couleur. La junte n'a montré aucune volonté de céder le pouvoir. Sa seule réponse à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO et l'annonce le 6 août de la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'à nouvel ordre. Écoutons le décret lu par le colonel Amadou Abdraman, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. Pour la défense de la patrie. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Monsieur Maïga. Quel message les putschistes veulent-ils envoyer en annonçant la fermeture des frontières? Merci Gladys. En fait, avant tout, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders et de barons du régime déchu sont en France, notamment en train de faire du tapage pour qu'il y ait une intervention militaire. La CEDEAO s'est précipitée très vite pour parler de force, alors qu'il fallait passer par la médiation. Donc aujourd'hui, le pouvoir de Niamey veut tout simplement prendre des précautions pour ne pas voir une attaque depuis un pays voisin, notamment le Tchad, parce qu'il paraît qu'il y a des forces stationnées là-bas, ainsi qu'au Gabon, parce qu'aujourd'hui, le Nigeria a refusé, le Sénat du Nigeria a refusé cette intervention militaire. Donc c'est ça, c'est des précautions d'usage que le CNSP a pris en faisant ces deux communiqués 23-24. Les auteurs du coup d'État, avec le général Abdourahmane Tchiani à leur tête, ont annoncé le 7 août la nomination d'un Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zen. N'est-ce pas un pied de nez à la communauté internationale et à la CEDEAO qui cherche à rétablir l'ordre constitutionnel, Monsieur Ouaziri? Je pense qu'il faudrait, avant toute chose, replacer des éléments de langage dans leur contexte. Je viens d'entendre mon co-débatteur dire que des barons du régime, il n'y a pas de barons du régime en ce moment. Il y a le Premier ministre du Niger qui est actuellement en France et qui ne fait que rappeler ce que la communauté internationale dit dans sa globalité. Il y a une tentative de coup d'État dans notre pays qui serait un recul considérable pour un pays qui est salué pour son modèle démocratique. Ça, c'est un. De deux, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas d'attaque envisagée contre le gouvernement du Niger ou contre le peuple nigérien, non. Il y a une volonté de la communauté internationale et de la CEDEAO à laquelle nous adhérons pour que cette prise d'otage puisse cesser immédiatement. Il y a un président de la République qui est
séquestré depuis le 26 juillet, comme vous le savez. C'est donc la démocratie qui est en danger. Et je pense que c'est ce qu'il faut rappeler. Et nous avons le devoir de nous battre pour que la démocratie puisse triompher sur cette tentative de coup d'État. Alors, comment interpréter la nomination d'un Premier ministre? Parce que je pense qu'il faudrait... celui qui est nommé comme Premier ministre n'est pas un inconnu sur la scène politique. Exactement. En 2010, lorsque la démocratie était en danger, notamment avec le Tazartier, c'était les mêmes, Ali Lamine Zen, qui étaient au devant pour essayer de casser la construction que nous avons commencée. Donc ce sont les mêmes qu'aujourd'hui la junte, c'est à eux que la junte fait appel. Donc ce sont des gens qui viennent prêter main forte pour essayer de déstabiliser notre démocratie. Donc dans ce genre de cas, la junte ne cherche qu'à gagner du temps. Et je pense que cette démarche dans laquelle ils sont engagés prouve encore une fois de plus qu'ils ne sont pas dans une logique de négociation. Et moi, je leur lance un appel. Je pense qu'il faudrait qu'ils aillent dans la même direction que la communauté internationale. Le Niger est un pays très fragile, un pays qui a énormément de difficultés. L'urgence pour nous, c'est de combattre l'hydre terroriste, sur laquelle nous avons énormément de résultats. Et j'espère, jusqu'au bout, qu'ils entendront raison, qu'ils écouteront la communauté internationale, et notamment la CEDEAO à laquelle nous participons, pour qu'ils puissent se rappeler de leur serment de militaire et retourner dans les casernes. Est-ce que vous pensez que le rétablissement à ses fonctions du président Mohamed Bazoum est encore possible? On rappelle qu'il est toujours séquestré. Est-ce que c'est encore possible? Et si oui, est-ce qu'il sera encore crédible en tant que chef de l'État? Mais absolument. Le président Mohamed Bazoum est un président qui a été démocratiquement élu. Qu'est-ce que c'est que le message que nous envoyons? Je pense que la CEDEAO joue sa crédibilité au Niger. Qu'est-ce que c'est que ce comportement qu'un président démocratiquement élu se fasse séquestrer et à la suite, on va annoncer la couleur pour dire qu'on nomme des gens? Non. Nous avons intérêt, je pense que c'est un combat des démocrates dans le monde, au-delà du Niger. Le cas du Niger, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons une démocratie qui aujourd'hui est citée en exemple. Donc nous devons tous nous concentrer sur le seul objectif qui est non seulement la libération du président, mais aussi son renvoi à l'exercice de son pouvoir qu'il tient du peuple nigérien. Monsieur Maïga, il s'agit de la 3e tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum depuis son arrivée au pouvoir en 2021. Les 2 premières ont été déjouées par la garde présidentielle. C'est cette même garde présidentielle qui aujourd'hui le renverse. Comment on explique cette situation? D'abord, j'aimerais répondre à mon compatriote, M. Waziri, que quand il parle de Bazoum a été démocratiquement élu, ce n'est pas vrai. Il y a eu des non, élections. Mais écoutez, les élections, d'abord, la candidature de Bazoum a été contestée, sauf qu'il y a eu un forcing par Issouf Mohamed parce qu'il ne répondait pas aux critères en vertu de l'article 47 de notre Constitution. Première chose, il y a eu des élections truquées avec des braquages durs, des braquages de bureaux de vote. Truquées selon l'opposition. Non, mais j'arrive, il y a des observateurs internationaux qui ont fait des rapports là-dessus. C'était catastrophique. Mieux que ça, le challenger, Mohamed Ousmane, a été à la cour de justice de la CEDEAO pour dénoncer qu'il y a eu une fraude électorale massive. Quelle a été l'issue? Non, mais j'arrive, M. Wazir. Donc, dans tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une contestation au lendemain de l'élection de Bazoum et il y a eu 3 morts. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes face à vous dites un coup d'État, il n'y a même pas eu de mort. Autre chose, quand M. Wazir parle de démocratie, M. Bazoum et Issoufou, tous les leaders du PNDS ont été... Au Niger, il y a eu 5 putschs. Ça, c'est le 5e. Les 4 derniers, chaque fois Bazoum et Issoufou sortent à 7 h du matin pour applaudir le putschiste. Il faut recentrer nos échanges. Maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est leur tour. Ils disent non. J'arrive, Madame Gladys. C'est qu'il se trouve que ces pseudo-démocrates sont vraiment des dictateurs en velours. Alors, on arrive déjà à la fin de cette partie. J'aimerais vraiment que vous répondiez à cette question parce que la junte FEDER, elle a réussi à réunir autour d'elle la société civile, la population, le Burkina Faso, le Mali. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui freiner ses ambitions? Je vais commencer par aujourd'hui, M. Bazoum, on dit qu'il a été élu démocratiquement. Dites-moi, d'abord, nous sommes dans une crise politique depuis 8 ans. Dites-moi, quelle est la population qui est sortie pour le soutenir? Il n'y en a pas. Et vous dites qu'il a été élu démocratiquement. Autre chose, aujourd'hui, vous savez que le CNSP a un soutien populaire. Donc, il faut que les gens sachent que Bazoum, d'abord, n'est pas légitime. Peut-être qu'il est légal, mais il n'est pas légitime parce que la contestation, elle est encore là. Et aujourd'hui, c'est que c'est parce que nous avons été des victimes de ce régime-là. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, la junte a de longs jours devant elle encore. Non, mais il n'y a pas de justice au Niger. Il n'y a même pas, si vous voulez, aujourd'hui, le droit de s'exprimer au Niger, ni
interdit de manifester depuis 4 ans. Alors, juste avant de clôturer cette première partie, je laisse la parole à M. Ouazziri. Je pense qu'il faut recentrer notre débat. Ça part un peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a eu une démocratie, une élection présidentielle que la communauté internationale... Mais la junte fédère, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde applaudit. Je pense qu'il faut aussi relativiser quelque chose. On est dans une situation de tentative de coup d'État dans laquelle, dans notre pays, et je pense que M. Kausan Maïga le sait, il y a des acteurs de la société civile qui ont toujours œuvré, on le sait, quand il y a eu la tentative de Tazartier. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont recyclés. Ils ont fait des manifestations. Pourquoi ils font des manifestations? C'est une manière assez populiste de montrer qu'ils ont une adhésion. Vous étiez aussi. Permettez-moi de finir. Vous savez, ils ont été au stade général Séni Kountché et j'aimerais vous dire, c'est un stade qui fait que 30 000 places sur une population de 27 millions d'âmes. Et moi, je peux vous dire comment ils ont fait ce rassemblement. C'est toute la région qui a été mobilisée avec de l'argent distribué pour remplir. Donc, on est dans un cadre ici où des gens qui n'ont aucune légitimité essayent d'utiliser du populisme pour amener la population. C'est qui est l'urgence des Nigériens, et c'est ce que tous les démocrates nigériens disent à l'unanimité. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on rétablisse l'ordre légal. C'est cet ordre légal qui nous permet de nous exprimer. Donc, c'est la démocratie qui est en danger. Et M. Kausen, qui se présente comme le représentant d'un parti politique, je pense que vous n'avez aucun intérêt à applaudir. Alors, vous pensez que la junte a de longs jours... Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pensez donc, pour conclure, est-ce que la junte a de longs jours devant elle ou pas? Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter aujourd'hui? Le peuple a la légitimité. La légitimité, là, contrairement à ce que vous avez dit, et la légitimité du PND, c'était les urnes qu'ils ont braquées. Mais aujourd'hui, le peuple avec le CNSP, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils sont en train de minimiser... Donc, ça va continuer selon vous. Et qu'est-ce qui peut arrêter selon vous? Madame Gladys, quel est l'instrument de mesure d'une popularité d'un régime? Ce sont les élections démocratiques. Mais là, on voit que le peuple a répondu à l'appel du M62, le mouvement pro-putsch. Excusez-moi, le Niger, c'est 27 millions de personnes et c'est 8 régions. Comment on peut déterminer le peuple ici? Parce qu'ils ont fait un rassemblement de 30 000 personnes. C'est ça le peuple. Écoutez-moi, l'instrument de mesure de la popularité d'un régime, c'est le peuple. À ce stade, à ce niveau, le peuple nigérien, à travers une élection démocratique, a élu un président, Mohamed Bazoum. Un président qui est incontesté. Il vient de dire que son challenger a porté des recours devant la CEDEAO. Et qu'est-ce que la CEDEAO a dit? La CEDEAO a rendu un verdict dans lequel elle dit que l'élection du président de la République Mohamed Bazoum est une élection crédible, et donc, valable. C'est sur ces mots qu'on va terminer cette première partie. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de cette première partie. Nous arrivons donc à la fin de cette partie. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au Niger. Nous sommes cette fois en compagnie de M. Baran Ndiaye, consultant, entrepreneur et représentant de la diaspora sénégalaise. Bienvenue. Merci beaucoup. Et M. Karwin Maïzo, journaliste, analyste politique et conférencier. Bienvenue. Merci. Pour cette deuxième partie, nous allons prendre de la hauteur pour analyser cette situation du point de vue régional. L'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes le 30 juillet dernier a expiré le 6 août. Cet ultimatum exigeait le rétablissement dans ses fonctions du président Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel sous peine d'une intervention militaire. Le recours à la force pour mettre fin à cette crise a été annoncé par le président du Nigeria, Bola Tinubu, aussi président en exercice de la CEDEAO depuis le 9 juillet dernier. Mais ce dernier a connu un revers. Les sénateurs du Nigeria ont appelé leur président à renforcer l'option politique et diplomatique en lieu et place d'une intervention militaire. Les explications de Mildred Yamou. Président du Nigeria et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, alors que l'ultimatum d'une semaine donné par l'organisation sous-régionale à la junte nigérienne pour établir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République a expiré ce 6 août 2023. Le Sénat nigérian a rejeté le 5 août 2023 la proposition du président Bola Tinubu d'une action militaire contre la junte nigérienne. La Chambre haute met en garde contre une aggravation de la situation socio-économique déjà précaire dans la sous-région.
Le Sénat appelle le président de la République fédérale du Nigeria en tant que président en exercice de la CEDEAO à encourager davantage les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer les options politiques et diplomatiques et autres moyens en vue de résoudre l'impasse politique en République du Niger. Le président Bola Tinubu avait demandé le 4 août 2023 l'approbation du Sénat nigérien pour le déploiement des troupes nigérianes au Niger, visant à apaiser les tensions politiques dans ce pays, en lien avec les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 30 juillet 2023. La décision du chef d'État a instillé une incertitude chez les Nigérians, en particulier les habitants du Nord qui partagent des frontières avec le Niger, craignant que l'intervention militaire ne provoque des attaques meurtrières contre certains États frontaliers. Le Sénat promet son soutien total aux dirigeants de la CEDEAO dans la résolution de la situation politique au Niger. La direction du Sénat est mandatée pour conseiller davantage le président et commandant en chef au nom du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la meilleure façon de résoudre le problème compte tenu des relations cordiales qui existent jusqu'à présent entre le Niger et le Nigeria. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet, a rompu les relations diplomatiques avec le Nigeria, mais aussi le Togo, la France et les États-Unis, après l'échec des pourparlers avec la CEDEAO. Le Sénat nigérian conseille à la CEDEAO de trouver un moyen pacifique de résoudre la crise au Niger. La Chambre estime qu'un recours à la force militaire viendra s'ajouter aux difficultés socio-économiques dans la région du Sahel. Elle préconise des options politiques, de dialogue et de diplomatie pour établir un gouvernement démocratique au Niger. Alors, nous allons analyser ensemble la marge de manœuvre de la CEDEAO. Je rappelle que CEDEAO signifie Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée en 1975. Elle compte une quinzaine de pays membres. Alors, dès son arrivée à la tête de la CEDEAO, Bola Tinubu a promis de s'opposer au coup d'État militaire. Avec ce premier dossier, il est servi. Que pensez-vous de sa gestion de cette crise, Monsieur Ndiaye? Alors, le président du Nigeria, Tinubu, il est effectivement un président aguerri dans la mesure où il sait que dans la sous-région, il y a eu 3 coups d'État successifs, passant du Mali à la Guinée, au Burkina Faso. Aujourd'hui, il se dit plus jamais ça, d'accord, mais il faut des équipes quand même plausibles, il faut des États, il faut des gouvernements élus qui respectent et qui défendent les intérêts de leur peuple. Si on ne veut pas de coup d'État, c'est-à-dire que le processus démocratique doit produire un système capable d'être responsable et d'aller en avant en amenant les projets politiques décidés dans une Assemblée nationale et qui vont dans le sens de l'intérêt général du peuple. Mais on ne peut pas dire plus jamais de coup d'État et puis s'en arrêter là, parce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, aussi une communauté économique déjà. Non. Alors je suis même moi-même surpris que cette communauté économique privilégie une option militaire. Est-ce qu'elle est toujours dans son rôle justement Elle n'est pas dans son rôle, ça c'est mon avis, et je persiste là-dessus, parce qu'une communauté économique peut mettre en place des sanctions économiques. Alors les sanctions économiques d'ailleurs, pour les mettre en place, il faut réfléchir, parce que le Niger aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un des États qui a une position géographique, stratégique extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le seul État du monde qui est entouré par 7 pays. Au nord, on va citer l'Algérie, la Libye, à l'ouest, le Burkina, le Mali, à l'est, le Tchad, même si le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. Et effectivement, le Tchad aussi a refusé l'option militaire, a privilégié l'option diplomatique. Alors justement, on va y revenir juste après. On va revenir à ça. Juste, je voulais apporter une précision, parce que vous avez parlé de Bola Tinubu comme président aguerri. Je rappelle quand même qu'il est arrivé au pouvoir en mai 2023, c'est tout récent, pour un premier mandat. Aguerri, mais homme d'affaires, on le connaît bien, il connaît le système, il connaît comment ça fonctionne. Il n'allait pas être président. Vous savez, on ne devient pas président par hasard. Donc c'est pour ça que je me permettais d'utiliser cette expression, ces qualificatifs. Donc au sud du Niger, on a le Nigeria. Le Nigeria, on sait que c'est un grand État aujourd'hui, qui est l'État du président Tinubu, où il y a des problèmes. Il y a des problèmes à la frontière. Boko Haram, on le sait. Justement, on va y revenir. Ah, donc j'anticipe surtout, désolé. Exactement. Effectivement, si on n'a pas encore résolu ces problèmes-là, de façon militaire, parce qu'il n'a pas gagné ce combat-là, comment peut-on se permettre de privilégier une option militaire? Ce n'est pas responsable. Monsieur Maïzo, le président Bola Tinubu a subi un revers puisque son Sénat a refusé l'option militaire et préconise plutôt l'option politique et diplomatique. Ça donne l'impression d'un manque de préparation, non ? Je pense que le président Bola Tinubu a commis une erreur d'aller vite en besogne en exigeant une solution militaire parce que
le Nigeria, qui a dirigé les Comores à l'époque de la guerre au Libéria, a payé un lourd tribut parce qu'ils ont perdu beaucoup de militaires. Et ça, les peuples nigérians, de la suite, n'ont des idées. Alors, moi, je pense que pour ces présidents, donner l'impression ou aller à l'encontre des opinions publiques de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en donnant l'impression d'être la main armée d'une puissance occidentale dans une guerre qui semble être une guerre occidentale, c'est du plus mauvais effet sur le plan, je vais dire, opinion publique. Donc ça ne m'étonne pas que déjà son Sénat puisse freiner des quatre fers pour privilégier plutôt la solution, une autre solution que militaire. Et c'est très dangereux sur le plan économique et sur le plan sécuritaire par rapport au Nigeria. Vous savez, si le Niger est déstabilisé, tout le nord du Nigeria laissera. Et le problème Boko Haram n'a jamais été résolu jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il est... Vous avez parlé d'aller vite en besogne. Est-ce qu'on pourrait imaginer que sous le mandat du précédent président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, il y aurait une telle décision qui aurait été prise? Est-ce que c'est personnel à M. Bola Tinubu ou est-ce que ça aurait pu être pris sous Umaro Sissoko Embalo? Umaro Sissoko Embalo, je pense qu'il allait aller dans le même sens parce qu'il va se prendre comme référence ce qui s'est passé sur la Gambie, qui est un pays à côté au Sénégal. Ce qui se passe, c'est que la Gambie n'est pas le Sénégal. La CEDEAO, l'armée sénégalaise sont intervenus rapidement, le problème a été réglé, on a dit bravo la CEDEAO. Ok, belle victoire. C'était en 2016. C'était en 2017. Exactement. Mais le Niger, c'est un pays énorme, c'est un pays avec 7 frontières, comme je l'ai dit. Le chaos allait s'installer parce que c'est un pays stratégique pour tout le monde. C'est pas par hasard que la base américaine, la base des drones américaines installée là-bas, c'est pas par hasard que le commandement Barkhane s'est déplacé là-bas lorsqu'ils les ont, en tout cas, demandé de partir à partir du Mali. Donc, le président Embalo allait prendre cette option-là parce que dans la sous-région, pour eux, il faut utiliser la force, alors que la force n'a jamais rien résolu. Aujourd'hui, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes de la jeunesse, on a des problèmes d'emploi, d'accord? On va arrêter l'immigration, on veut construire des choses en Afrique. Il faut penser toujours diplomatie, il faut penser toujours jeunesse, il faut penser toujours emploi pour freiner tout ça. Sinon, pourquoi je parle de ça? Parce que Boko Haram, Daesh, AQMI et autres, ils vont leur ouvrir leurs bras. Vous êtes au chômage, venez, on vous embauche. Et c'est ça qui gangrène tout le Sahel aujourd'hui. Et moi, en tant que jeune Africain, je souhaite que tout ceci soit éradiqué et que la diplomatie soit privilégiée et que les options militaires, on les mette dans les tiroirs parce que les options militaires n'ont jamais donné des solutions viables. On le voit avec l'intervention occidentale / africaine de la Libye. On va en parler dans une troisième partie. Oui, j'avais ajouté juste une précision. J'ai remarqué que beaucoup d'analystes politiques ne font pas attention à un fait. Il y a une guerre en Ukraine, en Europe. Et si on regarde ce qui se cache derrière, c'est que les États-Unis sont en train de mettre l'Europe dans une position, dans une dépendance énergétique qui fait que l'Allemagne, la France s'en sort très affaiblie par rapport aux États-Unis. Et j'ai comme l'impression qu'il se passe la même chose en Afrique, parce que les États-Unis ont 2 bases militaires au Niger. La première base, c'est à l'aéroport de Niamey, et la deuxième base, c'est à Agadez. Et l'actuel chef d'état-major général de l'armée nigériane, le général Moussa Salarou Bahmou, a été formé, entre autres, par les Américains dans l'une des bases militaires. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les Américains fassent ce qu'ils ont fait de Français au Rwanda. Donc, ils ont chassé les Français dans la région de l'Afrique centrale, y compris au Zaïre de l'époque, la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est la même stratégie, selon vous. Ça m'étonne que les Américains n'aient pas vu qu'il y a un putsch qui se présente. Et c'est eux qui fournissent les renseignements. Avec les bases militaires, c'est eux qui fournissent les renseignements français. On va revenir à la CEDEAO. C'est quand même assez étonnant. Il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger qui est annoncé pour ce jeudi 10 août à Abuja, au Nigeria. Que faut-il attendre de cette rencontre, M. Maïzo? Rien de spécial à attendre de cette rencontre, parce que déjà la CEDEAO est divisée. Pour que la CEDEAO soit efficace, il fallait qu'un certain nombre de pays voisins puissent aller dans le même sens que la CEDEAO. Est-ce qu'une unité est encore possible? Non, c'est pas possible, parce qu'il y a diversité d'intérêts et les acteurs derrière sont aussi différents. Si l'Algérie et le Tchad étaient allés dans le même sens que le Nigeria, on aurait espéré que... L'Algérie qui n'est pas membre de la CEDEAO. Exactement. Oui, mais il est voisin de la CEDEAO et le Tchad qui n'est pas aussi membre de la CEDEAO qui est voisin. Tandis que dans la CEDEAO, il y a le pro-français, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans une certaine mesure le Bénin et le Togo, et tout le reste. Or,
les Mali, les Burkina, les Niger, ils pèsent quand même sur le plan superficie et sur le plan démographique. Je pense que c'est difficile entre le club de putschistes et les autres, c'est difficile qu'ils s'entendent. Cette réunion de la CEDEAO sera une réunion qui va finir peut-être en queue de poisson. Vous en pensez quoi, M. Ndiaye? Pour moi, en fait, ça peut produire quelque chose d'assez général, parce qu'ils ont compris. Ils sont partis dans l'élan de « on va attaquer ». Alors, on va attaquer, le mot d'ordre est donné, on vous donne un ultimatum, ça ne marche jamais comme ça. Même à un enfant, on ne lui impose pas ce genre de choses. On sait bien qu'il y a des risques majeurs. On sait bien que les deux mastodontes militaires, on va dire, de la CEDEAO, parce que le Tchad, c'est une grande armée, mais elle n'est pas dans la CEDEAO, c'est le Nigeria et le Sénégal qui est super bien entraîné. Alors, ce qui se passe, c'est que le Nigeria a son problème avec Boko Haram, on va en parler. Le Sénégal a un problème avec la Casamance, plus une instabilité politique qui commence à gangréner le pays aujourd'hui. Comment ces deux pays peuvent se concentrer pour dire « allez, on va aller en guerre ». Même leur population vont leur dire non. Et j'apprécie la sagesse du membre du Sénat au Nigeria qui ont dit non. La Guinée-Bissau, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Embalo, son chef d'état-major aussi a refusé d'amener des troupes dans cette guerre-là. C'est-à-dire qu'il faut privilégier l'option diplomatique, l'option politique, pour avoir une issue à ce conflit. Et je pense que le sommet de la CEDEAO va produire quelque chose de mesurable, parce qu'on ne peut pas imposer des sanctions économiques à un pays qui est entouré d'autres pays dont chacun a une dépendance par rapport à ses intérêts. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, ce n'est pas réfléchi. Vous en avez parlé tout à l'heure. En cas d'intervention militaire, le Nigeria jouera un rôle leader dans la force armée envoyée. Le Nigeria peine, on l'a dit tout à l'heure, à venir à bout du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du pays. Est-ce que le pays saura réellement gérer les deux fronts? Il ne saura pas le gérer tout simplement parce que vous savez, il y a à peu près, si les chiffres sont bons, 200 000 réfugiés, d'accord, du nord Nigeria qui ont fui au Niger. Pour éviter les conflits avec Boko Haram. Donc tu ne peux pas régler ce problème-là. Ces réfugiés-là, ils ne sont pas encore naturalisés de l'autre côté au Niger. Et l'instabilité va se créer au Niger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Exactement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'instabilité, elle est là. Il faut de la réflexion. Il faut arrêter les annonces politiques qui plaisent surtout au monde occidental. Parce qu'il y a la réalité africaine, il y a des intérêts africains. Moi, je suis stomaqué quand je vois des puissances occidentales aujourd'hui parler de leurs propres intérêts de façon ouverte, alors qu'au Niger, le Niger appartient aux Nigériens, à la jeunesse nigériane et à la population nigériane, et l'uranium, le pétrole et autres appartiennent à ce pays-là. C'est à eux de décider de ce qu'ils vont en faire. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que la CEDEAO, depuis des années, elle a accusé de connivence avec l'Occident. Alors pourquoi l'institution, là, elle ne cherche pas à s'affranchir de ces critiques? Finalement, elle sert les intérêts de qui? Le problème, c'est que la CEDEAO, c'est une sous-région de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'Afrique du Nord, la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEAC pour l'Afrique centrale, la SADC pour l'Afrique australe et l'EAC pour l'Afrique de l'Est. Toutes ces régions sont à l'image de l'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Les sièges à Addis Abeba a été construit par la Chine. L'Union africaine est espionnée par tous les pays. On a vu même les scandales, comment la Chine espionne par exemple l'Union africaine. Et si on regarde toutes les régions, par exemple pour la CEDEAO, c'est une région qui est très proche de la France parce que la plupart des pays, c'est des colonies françaises. Bon, et donc dans ces décisions, elle sert les intérêts de qui? Curieusement, il y a une collusion d'intérêts entre la CEDEAO et la France. Collusion d'intérêts, c'est qui, comme l'a dit mon collègue, le président français va réunir un conseil de défense spécial pour un coup d'État au Niger. Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions proposées par la CEDEAO prennent réellement en compte les intérêts de la population du Niger? Non, c'est ce que j'appelais des décisions pas réfléchies, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va attaquer alors qu'il y a des intérêts stratégiques au Niger. Les pays limitrophes eux-mêmes ont des intérêts. Certains, comme le Nigeria, exploitent du pétrole, certains vendent de l'électricité au Niger, etc. Comment on peut intervenir? Ce n'est pas possible, c'est du bluff, et c'est pour les non-initiés. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, pour revenir sur le sujet de la France et de la CEDEAO, c'est que nous sommes des pays africains, indépendants soi-disant depuis 1960, comme l'est le Niger, d'accord? Avec des successions de coups d'État, des présidents aussi démocratiquement élus, etc. Maintenant, le souci, c'est que tous ces pays-là, il n'y a aucun pays qui est dans le classement top 10 des pays les plus avancés, les plus riches. Les pays les plus avancés, les plus riches d'Afrique aujourd'hui, on note l'Afrique du Sud, on note le Maroc, on note le Nigeria, on note d'autres pays qui ne sont pas les pays de la zone CFA. Ça laisse à réfléchir. La jeunesse africaine est consciente de ça. Moi, je pense que ce sont les puissances occidentales qui ont le plus d'intérêt chez nous. C'est à eux de déplacer leur curseur, de mettre à jour leur logiciel et de s'adapter à la nouvelle Afrique. Au lieu de penser toujours qu'on peut manipuler, qu'on peut installer, qu'on peut instrumentaliser et qu'on peut profiter. Ça ne marche plus, c'est fini. La première génération africaine qui n'est
n'était pas en contact avec la colonisation, c'est celle qui grandit aujourd'hui, qui est en contact avec les réseaux sociaux et tout ça. On ne va pas imposer à la jeunesse africaine d'aujourd'hui ce qu'on a imposé à nos parents. Exactement. Ils comprennent bien les choses, comment ça se passe. C'est sur ces mots qu'on va conclure cette... désolé de vous couper, cette deuxième partie, messieurs. On revient tout de suite, on marque une courte pause. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette troisième et dernière partie, toujours consacrée, émission spéciale consacrée au Niger. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Barandiaï, consultant, entrepreneur et représentant de la diaspora sénégalaise, et M. Kerwin Maïzo, journaliste, analyste politique et conférencier. Pour conclure cette émission, nous allons nous pencher sur les options envisageables pour une sortie de crise au Niger. L'usage de la force préconisée dans un premier temps par la CEDEAO ne fait pas l'unanimité et elle est de plus en plus décriée. Beaucoup, lui, préfèrent l'option diplomatique. C'est notamment le cas du président algérien Abdelmajid Tebboune qui a affirmé le 5 août que son pays tenait une place centrale dans la résolution de la crise au Niger. Il refuse catégoriquement toute intervention militaire. Écoutons-le. C'est une menace directe pour l'Algérie. Nous rejetons totalement et catégoriquement toute intervention militaire. Regardez où se trouvent aujourd'hui les pays qui ont connu des interventions militaires. Les problèmes persistent et sont enracinés. Regardez la Libye, la Syrie. L'intervention militaire n'a jamais réglé aucun problème. L'Algérie est pour le retour à la légitimité constitutionnelle au Niger, tout comme elle est prête à aider les Nigériens dans la mesure du possible, s'ils en expriment le besoin, pour resserrer leurs rangs. Monsieur Maïzo, est-ce que la situation qui prévaut au Niger peut embraser tout le Sahel ? Mais ça, c'est l'occasion de le dire. C'est un pays central. Regardez, lorsqu'on a fermé l'espace aérien, le problème que ça suscite. Tous les avions qui partent d'Europe, qui descendent vers l'Afrique, il y en a beaucoup qui passent par cet espace-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un pays stratégique. À part la République démocratique du Congo qui a 9 voisins, c'est un des rares pays en Afrique à avoir autant de voisins. C'est un pays qui en a 7. Et ensuite, si on regarde toutes les routes du Sahel, c'est qui relient par exemple le nord, le Maghreb, et l'océan Atlantique au sud, si le Niger est déstabilisé, c'est toute la région. Ça va partir au Tchad, qui se trouve déjà en Afrique centrale, en Algérie qui se trouve en Afrique du Nord, le Nigeria qui se trouve être le pays le plus peuplé d'Afrique, un pays qui a d'énormes problèmes, des pays instables qui commencent à décoller économiquement, tels que le Bénin, le Togo. Si j'ai dit instable, ils ont une certaine stabilité relative, mais ça peut aller très vite. Ensuite, les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui sont des pays qui ont connu des putschs. Je pense que déstabiliser le Niger, l'onde des chocs ira, pourquoi pas jusqu'en Côte d'Ivoire, parce que ça peut faire des émules en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Monsieur Ndiaye, vous êtes du même avis ? Quelque part, oui, c'est cette frontière, c'est un pays central clé sur lequel on sait bien que dans sa partie sud, on a tout ce qui est groupe djihadiste, conflit non réglé. On a dans ce même pays 2 grandes bases militaires des 2 grandes puissances, en tout cas qui sont États-Unis, d'accord, et la France qui s'est déplacée là-bas pour son centre de commandement, plus l'armée nigériane même qui n'arrive pas à être maître chez elle. Je pense que même s'il y a eu ce putsch, c'est parce qu'il y a eu des frustrations dans les rangs de l'armée, parce que le commandement ne venait, en tout cas, pas directement de ce qui se passait par rapport à leur pays. Et c'est frustrant pour un militaire haut gradé, vous savez. Les autres sont des exécutants, mais pour les hauts gradés, c'est comme le général Tchani. La garde présidentielle, ils font partie du système, non ? Ils sont partie du système quelque part, mais ça fait longtemps que, par exemple, le général Tchani, qui a pris les rênes du pouvoir, était dans cette garde-là. Donc, il connaissait les rouages du système et l'ancien mode de fonctionnement, et qui rentrait à la présidence, qui sortait, ce qui se signait, ce qui se faisait. C'est pour ça que le putsch a été très facile à gérer lorsqu'il a pris. Et là, il s'est pris comme allié toute la population du Niger. Le Niger, c'est 25 millions d'habitants. C'est 25 millions d'habitants dans leur pays, entourés par des voisins aux intérêts divergents.
plus les puissances occidentales, je pense que ça, c'est le cocktail le plus explosif qu'on peut avoir dans la sous-région, qui va déstabiliser définitivement et qui va faire naître des groupes terroristes à n'en plus finir. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Parce que moi, l'Afrique que j'ai appris quand j'étais jeune et quand j'étais à la fac, et les recherches que j'ai faites, c'est l'Afrique de Kwame Nkrumah, les pères de l'Union africaine. C'est l'Afrique aussi des rêveurs comme Thomas Sankara, qui voulaient qu'on soit unis et forts. C'est l'Afrique de Kadhafi, même si certains ne sont pas d'accord. C'est cette Afrique-là que je veux aujourd'hui, que l'ensemble des Africains soient unis pour de bon. Justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Avec les menaces de la CEDEAO, on est loin des États-Unis d'Afrique rêvés par le feu colonel Muammar Kadhafi. Est-ce que l'unité africaine rêvée est encore possible? Alors, elle est très compliquée dans la mesure où il y a beaucoup d'ingérence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je discute avec des Maghrébins pour parler du peuple maintenant, qui parlent d'Afrique. Parce que l'Afrique, pour eux, c'est l'Afrique subsaharienne, je ne comprends pas, alors que le Maghreb est dans l'Afrique. Il faut qu'on arrive à homogénéiser, à converger tous ces éléments, construire une Afrique nouvelle, en se disant on est tous des Africains, il faut que certaines parties du Maghreb, on arrête de chasser les subsahariens, il faut que l'UA joue son rôle sur cette partie-là, parce que c'est frustrant quand on est un cadre africain et qu'on voit ces images, en tout cas tournées dans le monde. Quelle vision on donne au reste du monde? Il faut que les armées arrêtent de prendre le pouvoir, il faut que les armées soient influentes, d'accord, puissantes, mais qu'ils arrêtent de prendre le pouvoir et qu'ils mettent des pressions aux politiques. C'est comme ça que ça doit fonctionner, mais on ne doit pas prendre le pouvoir par les armes. Heureusement qu'il y a moins d'effusion de sang dans ces derniers coups d'État que la région a connus quelque part. Donc l'Afrique de Nkrumah, c'est l'Afrique dont je rêve toujours, parce que c'est possible, l'Union européenne l'a fait, d'accord. En Amérique du Sud, ils sont regroupés en blocs économiques et ça marche. Donc pourquoi pas nous? Des menaces d'intervention militaire, c'est possible. Mais la naissance de l'unité africaine, ça partira des sociétés civiles africaines. Exactement. Et je crois que l'unité, sur le plan culturel, les artistes ont compris. Donc, au niveau des sociétés civiles, ça peut marcher. Le problème, c'est au niveau des dirigeants. Si la société civile parvenait à établir des synergies qui pourront imposer une certaine volonté aux dirigeants, je pense que c'est possible. Ce que nous vivons, c'est des soubresauts, c'est des douleurs de naissance. Vous savez, l'Amérique latine était un continent de coups d'État. Aujourd'hui, ça se stabilise. C'est des étapes par lesquelles on doit passer. Et comme tout à l'heure, vous l'avez dit, si vous me permettez, le siège de l'UA a été offert aux Africains par la Chine. Donc ce n'est pas très normal. C'est un beau cadeau, mais c'est aux Africains de bâtir leur futur. On revient sur les possibilités dans la région. La résolution de cette crise au Niger doit-elle indéniablement passer par des médiations menées par les 7 pays frontaliers, à savoir l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Nigeria et le Tchad? Des pays plutôt neutres. Bon, les pays de la région, parce qu'ils vivent la situation, ils connaissent la situation. On a vu que l'Algérie, le Tchad et le Bénin se sont opposés à l'action militaire au Niger. Oui, effectivement, parce qu'ils ont des intérêts directs, parce que c'est des voisins directs. Tandis que si vous envoyez un pays qui a des intérêts particuliers, il va privilégier une solution qui va dans le sens de ses intérêts. Moi, je pense qu'on peut trouver une solution africaine, mais qui ne part pas nécessairement des pays environnants. Un pays influent tel que l'Égypte, pourquoi pas l'Afrique du Sud, peut s'impliquer pour essayer de trouver... Est-ce que l'Algérie, le Tchad et le Bénin peuvent influencer ou bouleverser les plans de la CEDEAO, justement? Oui, quelque part, parce que l'Algérie est une armée très puissante dans la sous-région. Elle a du pétrole, du gaz aussi. Elle a des intérêts au Niger. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que, hormis ces pays-là, c'est que pourquoi on ne demande pas aux chefs coutumiers nigériens, aux leaders nigériens, aux chefs de canton nigériens, à la population, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui arrive chez vous, d'abord, avant de vouloir s'ingérer? Les principaux concernés ne sont pas sollicités. C'est aberrant quand même pour résoudre un conflit. J'ai une question. Est-ce que ce qui va se jouer aujourd'hui, enfin dans les jours à venir, au Niger, sera déterminant pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et plus généralement de l'Afrique? Forcément. Si la solution politique, diplomatique est privilégiée, ça ne peut générer et faire naître que du positif. Mais si c'est l'option militaire, c'est la catastrophe et c'est le chaos. Vous êtes du même avis, monsieur Maïga? Je suis du même avis parce que du côté de l'option militaire, soyez-en sûrs que les Mali, les Burkina Faso et la Guinée vont se battre à côté de l'armée nigérienne. Le Nigeria, qui a déjà perdu beaucoup de gens lors de la guerre du Libéria, va payer les prix les plus forts. Et l'Algérie ne va pas se croiser les bras. Parce que l'Algérie sait qu'après la Libye, c'est un pays qui a plein de richesses, de gaz et tout ça. On peut rentrer par le Niger pour déstabiliser l'Algérie. Donc l'armée algérienne sera obligée d'intervenir. Bon, l'armée ivoirienne, avec l'épisode des militaires ivoiriens arrêtés en Côte d'Ivoire, au Mali, je pense que les Ivoiriens vont se montrer un peu. Alors, on a l'impression que certains pays sont en retrait, comme par exemple le Bénin. Pourquoi, monsieur Maïzo? Ils sont en retrait parce que militairement, déjà, ils n'ont pas le moyen de faire face.
Et le président Talon est conscient qu'il y a beaucoup de contestations politiques. Son opposition n'attend qu'un faux pas pour sauter sur l'occasion et lui créer... Il a pourtant annoncé à Niamey, quelques jours après le coup d'État. Oui, il fait preuve, il se montre très entreprenant parce que bon, ça peut déstabiliser aussi le nord du Bénin, sauf qu'il doit se montrer très prudent parce que son opposition n'attend qu'un faux pas pour lui tomber dessus. Ce qui fait que, bon, voilà, il n'a pas une armée assez puissante, tout le monde se cache derrière le Nigeria. Le Burkina Faso, le Mali sont deux pays dirigés par des juntes et ont clairement annoncé soutenir le Niger en cas d'une éventuelle intervention militaire. Est-ce qu'une coalition des pays putschistes se dessine ? Selon vous, M. Ndiaye? Elle s'est déjà dessinée, parce qu'ils l'ont affiché ouvertement. Ils l'ont affiché ouvertement, et donc ce qui se passe, c'est que le modèle est en train de fonctionner en plus, encore pire pour les démocraties. Est-ce que c'est dissuasif pour la CEDEAO? Ah oui, carrément, ils l'ont compris, parce que non seulement ils avaient tous des frontières avec le Niger, maintenant, pour ceux qui ont des frontières avec le Mali, le Burkina, et surtout la Guinée, ils se disent, mais comment on va s'en sortir ? Plus le bloc terroriste aussi qui est caché dans chacune de leurs frontières. Donc l'idée c'est, ils ont pesé tout leur poids, et ça la CEDEAO l'a compris, et je pense que même ceux qui tirent les ficelles, qui ne sont pas des Africains, l'ont compris aussi que ça va s'embraser, et donc ce qui a amené bien sûr à l'option diplomatique et les sommets qui sont en train de faire prochainement pour que la diplomatie puisse primer. Et les Russes ne manqueront pas une seule occasion de faire mordre la poussière à certains pays occidentaux en se greffant dans cet agenda. Ils sont déjà présents, bien sûr. Ils sont déjà tellement présents dans le terrain que, bon, on dit pays putschistes, et moi je préfère le terme des pays souverainistes, parce que bon, ils se battent beaucoup plus pour la souveraineté. Pour rebelles, voilà. L'air collé en termes un peu négatifs des putschistes. On a l'impression que les décisions prises par la CEDEAO renforcent ce sentiment de colère des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol vraiment au sein de la jeune génération qui est maintenant pro-putschiste? Un véritable ras-le-bol. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, normalement, dans ses statuts ou dans sa charte, il n'est pas question d'aller résoudre des problèmes de coup d'État. La CEDEAO est là pour le maintien de la paix, à part pour les problèmes économiques, le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme. Mais lorsqu'on massacre des Burkinabés par des dizaines et des dizaines, ou lorsqu'on massacre les Maliens, on n'a jamais entendu la CEDEAO s'insurger. Et ensuite, deuxième chose, c'est que on s'insurge contre des coups d'État militaires, mais il y a des coups d'État constitutionnels et institutionnels dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a jamais entendu la CEDEAO se prononcer. Donc, du coup, l'impression qu'on a, vu du côté de l'opinion publique africaine, c'est que la CEDEAO bosse ou roule pour une puissance occidentale. Et curieusement, elle a le même élément de langage, la même façon de fonctionner que certains intérêts occidentaux. Du coup, la jeunesse africaine qui aspire à la liberté, à la souveraineté, la jeunesse africaine qui meurt, qui traverse les déserts à pied, qui meurt dans la Méditerranée, qui est devenue le plus grand cimetière du monde, la jeunesse africaine qui voit des Africains mourir dans les déserts, expulsés de la Tunisie, voudrait qu'il y ait une autre forme de gouvernance, pas une gouvernance coloniale, pas de dirigeants qui bossent pour les intérêts étrangers, et c'est cette jeunesse qui utilise les réseaux sociaux. Exactement, parce que cette jeunesse, ce qu'elle voit pire, c'est que l'Occident, qui est en train de s'ingérer dans les problèmes interafricains, s'arrange sous une forme de partenariat avec certains pays du Maghreb pour qu'elle rejette cette même jeunesse qui tente de fuir les régimes dictatoriaux ou les régimes où il y a des coups d'État institutionnels et constitutionnels qui ne disent pas leur nom, qui sont difficiles à prouver. Alors, cette jeunesse-là, vous savez, le Niger, aujourd'hui, il a un indice de développement humain, un IDH, il est au 189e rang mondial. C'est-à-dire qu'en termes de santé, de développement humain, d'agriculture, de tous ces critères-là qui définissent l'IDH, le Niger est en dernière position, quasiment. Mais est-ce que ça ne va pas s'empirer avec le putsch? Parce que maintenant, beaucoup de puissances de la communauté internationale ont décidé de suspendre leur aide financière. Et on sait que le Niger bouclait justement ses budgets de finances annuels avec ses aides. Est-ce que ça ne va pas s'empirer justement? Très bonne question. Certaines puissances se disent, on aidait à hauteur de 180 et quelques millions le Niger, on va l'arrêter immédiatement. Mais c'est ridicule, parce que le Niger a du pétrole, le Niger a de l'uranium, le Niger a sa jeunesse, et avec tout ce cocktail, si on met les bonnes personnes aux bons endroits, d'ici 5-10 ans, le Niger va émerger. Sans aucun doute, on n'a pas besoin de ces aides-là. C'est pire, parce que l'Afrique est riche, et elle est pauvre, en fait, de sa richesse, parce qu'elle est tellement riche que les gens, les puissances et les autres
en tout cas ingérants, ont fait véhiculer un message qui ressemble à « on aide l'Afrique ». L'Afrique n'a pas besoin d'aide aujourd'hui. Parce que les cadres africains de la diaspora sont prêts à rentrer chez eux. Si les gouvernements jouent le jeu, les cadres africains sont prêts à prendre les leviers du développement économique. Si on arrête le népotisme dans les différents pouvoirs africains, les cadres africains et la jeunesse africaine sont prêtes parce qu'elles sont conscientes, elles sont cultivées, elles sont informées et encore pire pour les puissances occidentales, elles sont connectées. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe. Donc l'Afrique a tous les ingrédients pour se développer. On n'a plus besoin de ces aides. Et en très peu de mots, alors très court, hein, qui sont les gagnants et les perdants de cette situation, M. Maïso? Les gagnants, c'est l'opinion publique africaine. Et les gagnants, c'est la jeunesse nigérienne, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Les perdants, c'est les puissances occidentales. Les perdants, c'est certains dirigeants qui se maintiennent au pouvoir mordicus par des élections bidouillées. Les perdants, c'est l'élite politique de cette région. Les gagnants, c'est la société civile. Pareil pour vous, M. Ndiaye? Pour moi, les perdants, déjà, effectivement, il y a les puissances occidentales parce qu'elles sortent par la petite porte actuellement. Et ça se voit par tout le monde, alors qu'il fallait juste changer le curseur et mettre à jour leur logiciel, ce qu'ils n'ont pas fait à temps, ce qu'ils ont compris mais qu'ils n'ont pas appliqué, en pensant que les autres méthodes, les anciennes méthodes marcheraient. C'est dommage, parce que la coopération, elle est nord-sud et elle est gagnante. Alors, il faut qu'on équilibre ça. Les seconds perdants, effectivement, ce sont les populations nigériennes, parce qu'ils sont victimes de ce brouhaha qui se crée avec la CEDEAO. Et le troisième perdant, c'est la CEDEAO, non seulement qui perd en crédibilité, et qui perd en désunion, parce qu'elle n'est pas unie, la CEDEAO. On le voit aujourd'hui avec ce conflit. Et c'est vraiment dommage. Et il nous reste 20 secondes, 20 petites secondes. D'où pourrait venir le salut du Niger, selon vous, M. Ndiaye? Alors, le salut du Niger pourrait venir de la non-ingérence des puissances occidentales, laisser les Africains régler leurs problèmes, et de la population nigériane, même qui soutient quand même les putschistes aujourd'hui. Et ça viendra aussi de l'acceptation d'une transition pacifique par les putschistes et réorganiser de nouvelles élections. Le président Mohamed Bazoum s'est conjugué au passé. Réorganiser des nouvelles élections? Oui, après remis au pouvoir. Après une transition de 2 ans. On n'en veut plus. Encore une transition? Oui, qu'il parte, on n'en veut plus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'opinion publique. Et donc là, il y a une coalition, selon vous, des pays putschistes? Quelque part, ça peut être considéré comme ça, mais je pense que le président Bazoum, il est décrié, on lui prête des choses comme quoi il a été installé par d'autres puissances qui ont leurs intérêts, et je crois que la population, si elle soutient aujourd'hui la junte, il faut une période de transition pour qu'on revienne à une démocratie, des élections libres, transparentes, et cette transition va calmer les putschistes qui n'auront pas l'impression d'avoir fait un coup d'État pour rien. Comme ça, on aura coupé la poire en deux. Et la population sera gagnante parce qu'elle va repasser aux urnes. C'est sur cette conclusion qu'on va terminer cette émission. Merci messieurs d'avoir été les invités de cette émission et de nous avoir éclairé sur la situation qui prévaut au Niger. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.